Bonjour à tous et bienvenue dans Campus. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec nos consultants. Pierre Fula et Jean Dury sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Alexandre Pasteur, journaliste Aérosport, spécialiste du ski et de l'athlé, ça tombe bien pour aujourd'hui, est également à nos côtés. Salut Alex. Bonjour Géraldine. Et bonjour, on a monsieur. le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité de prestige dans cette émission. Il s'agit de Stéphane Diagana qu'on est ravi de recevoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation donc, dans Campus consacré au sport universitaire, mais aussi aux questions plus larges que pose le sport. Et il y en a pas mal. On va voir ça ensemble. Alors, on va bien sûr parler d'athlétisme aujourd'hui avec les résultats à Kazan. On va comparer ça justement avec ce qui s'est passé aux mondiaux juste après. On va se pencher également sur les problèmes du dopage. C'est un problème que vous connaissez puisque vous êtes fervent militant pour la lutte anti-dopage. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je crois que le sport et l'idée que je m'en fais ne peuvent pas cohabiter avec le dopage. Donc on sait que c'est une réalité, mais on sait qu'il faut rétrécir les mailles du filet, qu'il y a beaucoup de travail. Et j'ai eu l'occasion de travailler 4 ans à la commission des athlètes de l'Agence mondiale antidopage. C'est un sujet passionnant, mais compliqué. Oui, c'est tellement compliqué qu'on va essayer de faire au mieux, d'en parler, d'être le plus clair possible. Y a-t-il des sports épargnés? Le sport amateur et ou universitaire est-il concerné? Comment faire mieux? C'est ce qu'on verra dans 1 minute. C'est après le sommaire. Nous reviendrons pour commencer sur les performances les plus remarquables réalisées l'été dernier en athlétisme à l'occasion des Universiades de Kazan. Nous aborderons le problème récemment soulevé en Jamaïque des liens entre sport universitaire et sport professionnel en matière de dopage. Et enfin, nous vous présenterons le site du Trentin qui accueillera les Universiades d'hiver suite à la défection de la station slovène de Maribor. Voilà donc pour ce sommaire, mais d'abord, on va ouvrir une large page athlétisme puisqu'on a la chance d'avoir le premier champion du monde français d'athlétisme, Alex. Exactement, Stéphane Diagana, qu'on est ravi d'accueillir sur ce plateau. Stéphane Diagana, effectivement, premier champion du monde français en athlétisme chez les hommes. Bien sûr, avant, il y avait Marie-Jo Pérec. C'était en 1997, championnat du monde à Athènes. Stéphane Diagana, pardon. Et sacré champion du monde. Pardon pour le lapsus, Stéphane. Stéphane, mon premier souvenir en tant que téléspectateur, c'est les championnats d'Europe de Split en 1990, où vous prenez la 5e place et surtout, vous battez le vieux record de France de Jean-Claude Nallet pour 200e en demi et en finale. C'est ça ? Alors je le bats en finale, en finale seulement, pour pas grand-chose effectivement, et c'était un vieux record, 16 ans. Jean-Claude, que j'ai vu après, parce qu'on garde contact, et il y a une confrérie dans le 400 mètres haies, dans l'athlétisme, pas autant que dans le décathlon et la perche, mais quand même, malgré tout, c'est une discipline qui est culturelle, je dirais. Et donc voilà, Jean-Claude avait ce record depuis 16 ans, et puis je l'ai encore amélioré, bien sûr, par la suite. Alors Stéphane Diagana, c'est aussi un titre européen en 2002 à Munich, et un autre titre mondial, collectif, celui-là, avec le relais 4x4 au Stade de France en 2003. Et puis pour terminer avec Stéphane, c'est un chiffre, 47 secondes 37 centièmes, record d'Europe du 400 mètres haies, c'était à Lausanne en 95, au Stade de la Pontaise, un record qui tient toujours. Et pour situer le niveau de ce record d'Europe, eh bien sachez que depuis, seuls 5 hommes ont couru plus vite que ces 47-37, et parmi eux, il y a Brian Bronson. On en parlera tout à l'heure, le sulfureux coureur américain. Quand on parlera dopage. Voilà. Alors ça, c'est côté sportif, parce qu'effectivement, nous, on est ravis aussi de vous recevoir parce que vous avez plusieurs casquettes, on peut dire. Outre celui d'athlète de haut niveau, il y a aussi votre diplôme, SCP Europe, et puis vous avez pris la tête d'une mission sur le développement du sport universitaire. Donc ce sont quand même des problématiques qui vous parlent, et pourtant, vous n'avez pas fait d'universiade. Non, j'ai participé au championnat de France universitaire. Il y a eu une expérience aussi sympa puisque j'ai participé à un championnat de France à Heidelberg en Allemagne, puisqu'il y avait en même temps le championnat universitaire allemand. Mais il faudrait que je regarde dans le calendrier, le planning, pour quelle raison, je ne sais pas. Sans doute pour plein de mauvaises raisons. En 1997, il y avait tout de même une bonne excuse, c'est que l'universiade venait juste après les championnats du monde d'Athènes. Alors, Stéphane avait tout de même de quoi se reposer un peu sur ses lauriers avec son cher entraîneur Fernand Hurtebise. Il aurait fait un très bon champion universitaire. Oui, parce que c'est des gens comme ça qu'il faut aussi dans ce milieu-là. Vacances, j'imagine. Alors j'aimerais justement qu'on revienne maintenant sur les épreuves d'athlétisme à Kazan et sur le niveau justement de l'athlétisme en universiade, on peut dire en sport universitaire, qui est plutôt bon, on va y revenir. D'abord, retour en images sur ces résultats avec Julie Ourmand. Premier jour de compétition dans le stade central à Kazan et la Russie démarre fort. Alexander Lenoy s'impose en lancer de poids. Le Russe lance à 20,30 m et remporte l'or. C'est la première médaille d'or attribuée en athlétisme dans ces universiades. Le lendemain, ce sont les États-Unis qui brillent en vitesse dans l'épreuve du 100 mètres.
Oriole Scott s'impose en 11 secondes 28. La jeune athlète étudiante à l'université de Floride offre à son pays sa toute première médaille d'or à Kazan. C'est la première fois depuis 14 ans que les États-Unis décrochent l'or sur cette distance. Il était le grand favori pour le saut en hauteur. Le champion olympique Ivanoukov passe pourtant à côté du podium. Le Russe laisse l'or à son compatriote Sergueï Moudrov. En 100 mètres haies, c'est l'américaine Vasti Thomas qui décroche le record de ces universiades. Elle réalise une course parfaite avec un chrono de 12 secondes 61. Et chez les hommes, première médaille d'or de leur histoire pour les îles Vierges américaines. Dans un final à couper le souffle, le jeune athlète Eddie Lovett remporte le 110 mètres haies en 13 secondes 43. Au dernier jour de la compétition, le Mexicain Luis Alberto Rivera réalise sa meilleure performance de l'année. Avec un saut à 8,46 m, il monte sur la première marche du podium. Aucun autre athlète n'avait décroché une telle performance depuis 2 ans en saut en longueur. Chez les femmes, c'est la Polonaise Kamila Stepaniuk qui s'impose avec un saut à 1,96 m. Et pour elle, cette médaille d'or, c'est une première. C'est un sacré niveau quand même aux universiades. Il y avait un sacré plateau déjà, mais on confirme c'est un très bon niveau. Oui, très très bon niveau. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est que déjà les Russes ont envoyé une très très belle équipe puisque c'était chez eux et que l'on sait qu'ils veulent maintenant avoir des événements de haut niveau tous les ans, les championnats du monde d'athlétisme après, les Jeux bien sûr à Sotchi, et qu'il y a une vraie volonté de briller dans le sport. Et puis il y a eu aussi, on a vu Riviera aussi, le Mexicain, de belles révélations à ce niveau-là en tout cas. Elle se situe où la différence, Alexandre, entre ces athlètes-là, qui ont de très très bons résultats aussi, puis ceux qui font les Jeux Olympiques? C'est quoi? C'est quelques centièmes ou on est quasiment sur du niveau équivalent? On est quasiment sur du niveau équivalent. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est très parlant, c'est qu'il y a 8 athlètes qui ont été médaillés à Kazan aux Universiades et qui ont été également médaillés au championnat du monde à Moscou quelques semaines plus tard. Donc voilà, ça situe la densité et le niveau de performance aux Universiades. Oui, avant les Universiades, on faisait une évaluation de la valeur des performances et on situait à peu près les Universiades au niveau des demi-finales olympiques. Ce que je regrette, c'est que l'équipe de France d'athlétisme universitaire était complètement absente. Je ne sais pas même s'il y avait des engagés. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage parce que je pense que c'est une belle expérience à vivre et je pense que pour certains athlètes, ça peut être aussi formateur. Alors je pense qu'il y a eu dans cette période-là les championnats de France qui étaient qualificatifs et que la fédération a réussi à reconstruire des championnats de France où tout le monde est présent. Ce n'était pas le cas. On a été critiqué souvent parce qu'il y avait des championnats de France qui étaient indiffusables parce qu'il y avait des absents, des ténors. La fédération a vraiment frappé fort depuis quelques années pour que même les meilleurs soient là. Et peut-être qu'il y avait une volonté de préserver ces championnats. Prendre quelques juniors de qualité et les envoyer aux Universiades, ça serait peut-être un bonus pour le futur. Jean, pourquoi certaines fédés ne jouent pas le jeu? Eh bien, on se le demande, mais c'est parce qu'elles considèrent que d'autres intérêts sont plus importants que l'Universiade, et ce qui montre qu'il y a tout un champ en France CHAMP qui n'est pas exploré comme il le devrait, et c'est la pauvreté du sport scolaire et universitaire qui devrait être un réservoir sur lequel on travaillerait constamment. Ça n'est pas forcément le cas. Vous travaillez, vous, au sein de votre mission sur justement ce sport universitaire, comment le développer? C'est quoi les prochaines approches? Alors c'était une mission ponctuelle que j'avais pilotée avec Gérard Renaud, professeur universitaire à Toulouse, pour faire un état des lieux de ce qu'est le sport universitaire. Et c'est vrai que dans ce constat, en tout cas, je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde, des deux univers, l'univers sportif et l'univers académique, de se rapprocher. Parce qu'on voit que la problématique du sport universitaire, c'est une problématique complexe à gérer en termes d'infrastructure, complexe à gérer en termes d'encadrement. Il y a sans doute des passerelles à avoir, que la question du double projet pour le haut niveau est complexe à gérer et qu'on ne peut pas le faire sans les universités. Donc trouver un mode de fonctionnement intelligent qui valorise
l'apport des universités auprès des étudiants quand elles leur permettent d'aménager les études et les cursus, et en contrepartie que le mouvement sportif joue le jeu auprès de ces universités quand elles veulent être représentées aux universiades. Ça me paraît vraiment important. Donc ça, c'est une des questions qu'a soulevé le rapport, ce manque de connexion. Moi, quand je vois l'INSEP, je me dis, mais l'INSEP, ça aurait pu être une formidable université, un peu à l'américaine, en plein milieu du bois de Vincennes. Et quand on était à l'INSEP, quand j'étais à l'INSEP et quand on est à l'INSEP, on s'entraîne et puis après on se dit, ah mince, il faut étudier. Vous vous souvenez, vous, quand vous étiez justement à l'INSEP, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, les athlètes ont plus les moyens d'étudier en parallèle? Comment ça s'était passé pour vous? Vous aviez repris vos études après à l'ESCP? Le gros problème, le problème qui est identifié, c'est que tout tient sur des personnes. C'est-à-dire que vous allez être dans une université où vous allez avoir un président d'université qui a été lui-même ancien sportif de haut niveau ou ancien sportif assez engagé. Et là, quand vous êtes sportif, toutes les portes sont ouvertes. Et puis, vous allez avoir des professeurs qui ont eux-mêmes ces sensibilités sportives qui vont vous aider. Et puis moi, j'ai des professeurs qui n'étaient pas du tout sportifs. Et quand je partais en stage, ils faisaient exprès de me dire « bonnes vacances ». Je lui dis « non, je pars en stage m'entraîner ». « Oui, bonnes vacances ». Donc là, vous savez que vous allez être planté. Vous savez, donc il faut ouvrir les portes vous-même. Il n'y a rien de systémique, je dirais, organisé. Et justement parce que le point de départ, c'est qu'on a une convention qui nous donne des droits, la charte de 84, qui a été modifiée, qui donne des droits aux sportifs. Mais c'est un texte qui émane du ministère des Sports et dont l'application doit se faire au ministère, dans le cadre de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, on voit bien le problème, ça doit être co-signé, mais dans ce cas, il doit y avoir des échanges, des contreparties, et tout ce travail, il manque aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que ça tient sur des bonnes volontés. C'est vrai, et bon, la seule chance des athlètes de haut niveau, j'allais dire, c'est qu'ils ont un étalement dans leurs études. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de passer le bac au jour J, ils peuvent avoir un retard dans les examens, à condition bien sûr de réussir, bien. Mais je veux dire, c'est la seule façon de permettre à un athlète de haut niveau, parce que vous avez remarqué que les examens, c'est toujours dans les périodes de préparation ou les Jeux olympiques ou les championnats du monde. Ça tombe toujours pareil. Les examens, selon les examens, peuvent être déplacés, peuvent être décalés, ça se négocie. Aujourd'hui, avec le e-learning, il y a quand même des possibilités. Moi qui ai eu un parcours en université, en école de commerce, aujourd'hui, les parcours sont très fragmentés pour des étudiants classiques. Donc, il y a un savoir-faire de l'individualisation qui est plus fort aujourd'hui que ça ne l'était avant. Mais une fois de plus, il faudrait un peu plus institutionnaliser les choses. Et c'est vrai que c'est un droit, l'étalement des études, mais c'est un droit, une fois de plus, qui émane du ministère des Sports et dont la charge est supportée par les universités qui disent ils sont bien gentils, mais quels moyens ils nous donnent pour ça Et c'est tout ce travail retisser des liens pour voilà, essayer de... exactement, qui me paraît important. Juste pour l'anecdote, je me souviens d'Alain Mosconi qui devait passer son bac et ça tombait mal parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de Mexico. Et il est revenu à Font-Romeu et il a eu un corps de professeurs qui sont venus lui faire passer l'examen du bac, spécialement pour lui. Ça, c'est bien. Voilà. Mais bon, ça ne se fait pas partout, effectivement. C'était en 68. Hein. On revient à nos moutons. On parlait de l'athlète Alexandre, des résultats à Kazan. Est-ce qu'il y a, parmi ces perfs, il y en a une qui a particulièrement attiré votre attention ? Oui, alors Stéphane a parlé de révélation, et notamment de Luis Rivera, le Mexicain, 8,46 m aux Universiades. C'était la meilleure performance mondiale de l'année avant qu'elle ne soit battue par Menkov au championnat du monde de Moscou. On a eu aussi Koneva, la triple sauteuse russe, 14,81 m aux Universiades à Kazan. C'est du lourd. Et on a eu une densité de performance assez exceptionnelle. Qu'est-ce que j'ai noté également ? Les 6,90 m de Klishina à la longueur également, c'était assez exceptionnel. Alors, il y a une discipline, en tout cas une course qu'on attend souvent, c'est celle du 100 mètres. On l'a attendu, à Kazan notamment. Le vainqueur était la grande figure de ces universiades. Il s'appelle Anaso Jodobwana. C'est un sprinter sud-africain. Il a évidemment raflé l'or sur 100 et 200. François Delmotte nous le présente. Anaso Jodobwana est sud-africain. Il concourait dans les épreuves les plus spectaculaires, le 100 et le 200 mètres, et il est parvenu à réaliser un formidable doublé. Le 8 juillet, il a remporté le 100 mètres en 10 secondes 10. C'était une super sensation, parce que c'est la première médaille que je remporte pour mon pays en individuel. Et je ne suis pas aussi bon que ça sur 100 mètres. Donc prendre le départ et arriver à faire un bon résultat, c'est génial. Il y avait beaucoup de soutien du public, j'ai vraiment apprécié. C'est ce qui a rendu les choses encore plus spéciales.
Anasso est né dans la province du Cap-Oriental et il a grandi en Afrique du Sud. Mais un jour, il a décidé de quitter son pays pour continuer à progresser. Il a contacté la Jackson State University aux États-Unis. Quand j'étais en terminale, j'ai envoyé un email à l'entraîneur et il a répondu qu'il était intéressé pour me prendre. J'ai toujours voulu courir en NCAA parce que le niveau de compétition est très élevé. Il y a beaucoup de gens dont vous pouvez dire qu'ils courent vraiment très très vite. Et je me suis dit que si je voulais continuer à courir, il fallait que j'aille là-bas pour passer un cap. Je sens aussi que c'est une culture différente. L'an passé, Anasso a participé aux Jeux de Londres sur 200 mètres. Il était en finale contre le roi Usain Bolt. Ça a vraiment été une expérience unique. Je ne m'attendais pas à aller aux Jeux Olympiques et à courir contre Usain Bolt et tous ces sprinters super rapides. Et du coup, ça m'a davantage ouvert les yeux sur le monde de l'athlétisme. J'ai toujours adoré. Je l'ai étudié quand j'étais plus jeune, mais me retrouver face à mes idoles, c'était vraiment génial. Quelques semaines après les Universiades, Asano Jobodvana allait croiser à nouveau le chemin d'Usain Bolt en finale du 200 mètres et prendre la 6e place de l'épreuve. Non, alors c'est le débat. Il fait 6e à Moscou. Est-ce que c'est un bon résultat ou pas? Oui, il n'a pas tellement brillé à Moscou. C'est un garçon qui était déjà finaliste olympique à Londres sur 200 mètres. Il avait pris la 8e place. Ensuite, il gagne les Universiades en 20-0-0. 20-0-0, c'est quand même le top niveau mondial. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont fait moins de 20 secondes sur 200 mètres. Et puis au championnat du monde, il termine 6e de la finale. Donc c'est un garçon, oui, qui a un potentiel. Il est jeune en plus. Alors il a un morphotype un peu particulier quand même, Stéphane. C'est pas le morphotype à la Bolt. Non, mais bon, c'est tout le charme de l'athlétisme. On en parlait avec Jean. Ça permet à chacun d'exploiter ses qualités. Forcément, les siennes ne sont pas les mêmes que celles de Bolt, mais l'image la plus forte pour expliquer ça, c'est le saut en hauteur et les performances de Stefan Holm. J'y reviens toujours, mais 2,40 en mesurant 1m81, c'est possible, il l'a fait. Et voilà, il y a chacun avec ses atouts. Donc cet athlète sera un jour champion olympique ? Ou est-ce que le soufflet peut retomber souvent entre les Universiades et la suite ? Non, parce que Stéphane faisait le parallèle avec Frankie Fredericks, qui est originaire un peu de la même région, de la Namibie, mais qui jadis faisait partie de l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que c'est un peu le même parcours finalement. Oui, il est parti assez tôt de chez lui, Frankie, pour pouvoir trouver des conditions d'entraînement et une possibilité de construire son avenir aussi. Donc il est parti dans l'Utah, lui, de son côté, mais ça a été un pionnier. Voilà, et ça a été un pionnier de ces expatriations en Afrique du Sud vers les États-Unis. Et un grand athlète qui a duré plus de 10 ans au très haut niveau, Frankie Fredericks. Oui, bien sûr, une très très belle carrière, 1968. Oui. Alors c'est peut-être un nom qu'on retrouvera. En tout cas, on va voir avec vous, Jean, les grands noms de l'athlétisme universitaire qui sont restés dans les annales. Un short, un maillot, une paire de poings, tous les pieds nus, tout le monde a sa chance. Et l'athlétisme, dans la palette des sports, c'est vraiment un sport fondamental. C'est pourquoi, aux Universiades comme aux Jeux Olympiques, de très grands ont laissé leurs traces. On se rappelle qu'en 1923, c'est Charlie Paddock qui était le recordman du monde du 100 mètres. Et c'est aussi Paul Martin, sur 800 mètres, qui va participer aux 5 Jeux Olympiques de 1920 à Berlin. Et puis, il y a les étoiles du demi-fond, qui sont l'Italien Beccali, le Néo-Zélandais Lovelock, qui va battre le record du monde à Berlin en 1936. L'année d'avant, il avait remporté l'Universiade. Après la guerre, en 1947, à Paris, on voit Micheline Ostermeyer, le poids, la hauteur, avec 1,56 m. Mais elle a gagné. Et puis, on voit un certain Zatopek, qui était alors peu connu, et qui gagne le 1500 mètres, mais pour se mettre en jambes. Puis sur le 5000 mètres, performance mondiale, le deuxième est à près d'1 minute. C'est un Français qui s'appelait Joly. 1959. Alors là, on parle des sprinters italiens, parce qu'on voit à Turin Livio Berruti, et puis il y aura bien entendu Pietro Menea. C'est 1973 à Moscou, 1975 à Rome, et le fameux record du monde de Mexico en 1979 qui va tenir pendant 17 années. Mais il y a des familles comme ça. En sprint, il y a aussi chez les femmes, chez Vinska ou Marita Koch. Bon. Prenons par exemple les sauts. Alors les sauts à la perche. Nordvig en 1970,
bat le record du monde, et c'est 5,45 m à l'époque. Et puis il y a Kovacevic, l'année d'avant le fameux bras d'honneur de Moscou. Il gagne les Universiades. La longueur, vous avez Tero Vanessian, vous avez Mike Powell, ils sont aux Universiades. Et puis la hauteur. La hauteur, ça permet d'évoquer Valérie Brumel, un record du monde en 1961 à 2,21 m, et à Kobe en 1985, c'est un autre record du monde par Palkov, et on est déjà à 2 mètres et plus de 30 cm. Et puis il y a eu Sotomayor. Et alors ça, c'est une dernière famille, si vous voulez, c'est les pays qui, à travers les universiades, s'imposent. Et c'est le cas, par exemple, d'Alberto Juan Torrena. En 1973, à Moscou, il gagne le 400 mètres, il n'était pas connu. Aux Jeux de Montréal, il est éblouissant. Et en 1977, à l'Universiade, il bat le record du monde du 800. Mais finalement, la question est toujours la même. Il y a les espoirs pour lesquels c'est une étape, une première marche et qui iront plus loin vers d'autres performances. Et puis, il y a ceux qui, étant déjà célèbres, viennent avoir une magnifique breloque aux Universiades. Actuellement, à mon avis, c'est plutôt dans la première voie que l'on s'engage, et c'est bien le sens des Universiades. Bravo. Ah oui. Il a tout dit, c'était la chronique de Jean Dury. Merci à vous, Jean. Allez, on fait une première petite pause et on revient très vite. On va parler du dopage dans un instant. Restez avec nous. De retour dans Campus pour la deuxième partie de notre émission, toujours avec nos consultants et notre invité Stéphane Diagana qui est avec nous. On évoquait à l'instant les résultats des athlètes en Russie lors des Universiades. On sait qu'il y a eu derrière les mondiaux. Et Alexandre, vous parliez de Zaripova. Alors on s'est posé la question, il n'y a pas beaucoup de Russes qui ont brillé aux Universiades, qui ont ensuite brillé à Moscou. Si, quand même. Si, on pensait qu'il y en aura un peu plus. Oui, il y a quand même Choubenkov, Tarabin, on a eu Kirdiapkina, on a eu également Koneva, Bakumova, Menkov. Bon, il y en a quand même quelques-unes, mais il y a une athlète, c'est vrai qu'on attendait, c'est Zulia Zaripova, c'est la numéro 1 mondiale aux 3000 mètres steeple depuis 5 ans maintenant. Elle a tout gagné, les championnats d'Europe en 2010, les mondes en 2011, les Jeux l'an dernier. Elle avait la meilleure perf mondiale, elle gagne les Universiades, et puis 3 jours avant le début des championnats du monde, on apprend son forfait pour des raisons un peu opaques. Enfin bref, voilà. C'est pour ça qu'on s'est posé la question. On sait que des athlètes russes ont été mis au frigo juste avant les championnats du monde de Moscou. Est-ce qu'elle faisait partie de la liste? Le mystère n'a pas été levé, mais c'est vrai que c'est un forfait un peu mystérieux. Au contraire, je dirais qu'elle était en mission aux Universiades, parce qu'elle était censée être la vedette des Universiades, et donc on lui avait dit, vous préparez à fond les Universiades. Oui, mais comment on voit les choses sous un autre angle, nous, parce qu'on est mauvais. On s'est posé la question de savoir si effectivement il pouvait y avoir du dopage ou pas. C'est un sujet qu'on a envie de traiter depuis longtemps dans Campus. Donc voilà, c'était aussi l'occasion. Puis il y a eu quelques affaires récentes avec les Jamaïcains surtout. Mais c'est vrai que Pierre, quand on parle de dopage avec le sport universitaire, voilà, on traite deux choses différentes. Deux choses différentes, mais il y a quand même quelque chose qui est révélateur, c'est que le cannabis demeure le dopage principal de... Ah ben non, monsieur Dury, vous n'allez pas commencer à regarder. C'est source de Roland Quetel qui est médecin fédéral et international pour la fissure. C'est un stimulant, on va dire pas dopage, stimulant, qui est banalisé aujourd'hui dans beaucoup de disciplines sportives et parmi les étudiants. Il faut bien le dire. C'est le premier fléau, c'est le premier dopage en sport universitaire. Le premier fléau, c'est le cannabis. Alors, ce qui se passe aux Universiades, c'est qu'effectivement, il y a eu des contrôles. Il y en a eu combien? Il y en a eu entre 500 et 600. Bien. Sauf qu'il n'y a pas eu de contrôle de PO, parce que ça coûte trop cher. Oui ou non? Oui, tout à fait. Bon. À partir du moment où vous réunissez des 10 000 athlètes de haut niveau, enfin, niveau différent, mais quand même, c'est l'élite universitaire, vous pouvez considérer qu'il y a certains athlètes qui ont des motivations différentes. C'est-à-dire que je pense aux Russes qui étaient venus pour marquer un gros coup à Kazan et dire « la Russie est redevenue forte », c'était le vœu de Poutine. Je pense que certains athlètes ont eu recours à une préparation biologique. Et ensuite, on ne les revoit pas au championnat du monde d'athlétisme, parce qu'au championnat du monde d'athlétisme, effectivement, là, la patrouille revient. Et la patrouille, cette fois, prend ce qu'il faut dans les analyses, c'est-à-dire le PO et d'autres produits dopants.
En fait, sur le sport universitaire, sport pour tous, entre guillemets, donc championnats nationaux, on voit le cannabis, principal fléau. Et quand on passe aux universiades, aux championnats du monde universitaire, on voit les mêmes produits dopants que dans les grandes compétitions. Alors, là, ça tombe bien que Stéphane soit là, parce que je sais que ça lui tient à cœur, toutes ces commissions antidopage. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur un sport que j'ai pratiqué, mais aussi pénétré de l'intérieur, où le dopage a pris une dimension, j'allais dire, planétaire depuis 40 ans, l'haltérophilie, et puis qui a dérivé sur d'autres disciplines, parce que quand on fait de la musculation, on a recours à des produits dopants qui servent à prendre du muscle, etc. Bon. Ce que je voudrais vous demander, Stéphane, c'est est-ce que vous considérez que la hiérarchie des sanctions est équitable? La hiérarchie des sanctions. La hiérarchie des sanctions, c'est-à-dire, quelqu'un est pris à l'EPO, il prend 2 ans. Quelqu'un fume du cannabis, il prend 2 ans. Tout ça, ça fait débat et ça va évoluer. Il faut se rappeler que l'athlétisme avait mis les stéroïdes anabolisants à 4 ans. Et en fait, il y a longtemps, on suspendait 4 ans pour ces contrôles positifs sur des drogues lourdes, on va dire. Oui, oui. On est repassé à 2 ans parce qu'en fait, l'Agence mondiale antidopage, en harmonisant, ne pouvait pas tenir 4 ans. Parce qu'imposer 4 ans, notamment dans les sports professionnels, quand vous voulez harmoniser, déjà que vous avez eu du mal à faire passer 3 mois, 6 mois, 2 ans. Donc 4 ans, c'est pas possible. Mais a priori, on reviendrait vers 4 ans parce que l'AMA elle-même réfléchit à avoir une graduation des sanctions plus juste par rapport aux infractions. Jean Dury. Campus aborde aujourd'hui, avec le dopage, un des problèmes essentiels du sport contemporain et de la vie. Parce que se passe-t-il pour les candidats dans des campagnes présidentielles qui, pendant 3 mois, sont sur le pont tous les jours? Mais laissons ça de côté. Le dopage, c'est un problème de protection de la santé des sportifs, contre eux-mêmes parfois, contre leur entourage sûrement, et c'est aussi un problème d'équité sportive. Parce qu'à partir du moment où sur la ligne de départ, c'est un laboratoire pharmaceutique contre un autre, le sport ne nous intéresse plus beaucoup, et il y a évidemment une injustice en faveur des riches, de ceux qui ont les moyens, etc. Chaque fédération nationale, chaque fédération internationale défend toujours son sport. Chez moi, il ne se passe rien. Dès qu'on va faire des contrôles, chez eux, il se passe quelque chose. Et là, ce n'est pas du tout une défense du sport universitaire, mais dans l'ensemble, sans doute parce qu'il y a une certaine mentalité encore du sport universitaire, et aussi parce que l'enjeu est moins pressant, il y a moins de pression. Dans l'ensemble, je crois qu'on peut dire, et les contrôles le montrent, même si tout n'est pas contrôlé, il y a certainement moins de dopage dans une universiade qu'il ne peut y avoir la tentation de cela aux Jeux Olympiques. Les noms ont été donnés aux fédérations. C'est logique. On comprend bien qu'on va retomber plus souvent sur du cannabis qui est lié à des utilisations d'étudiants qui ne font pas de sport aussi et qu'on peut retrouver dans ces âges-là. Est-ce que vous avez vu une évolution, vous, dans le sport universitaire ou professionnel? On disait que ça tendait peut-être à s'abaisser dans le sport universitaire et peut-être même aussi dans le sport pro parce que on cherchait de plus en plus. Je pense que très concrètement, c'est plus difficile aujourd'hui de passer entre les mailles du filet. Je parle de l'athlétisme. Il y a des sports qui ont encore des mailles bien larges et qui n'ont pas envie de réduire la taille des mailles du filet. Mais quand on s'y met vraiment, c'est plus compliqué aujourd'hui de passer entre les mailles du filet avec tous les dispositifs qui sont mis en place dans l'athlétisme. Les performances dans certains sports ont reculé. Si le record d'Europe de Stéphane tient toujours depuis Athènes 1997, je suis persuadé que la lutte de plus en plus forte contre le dopage est un des éléments du jeu. Mais il y a le record du monde 400 mètres féminin qui tient depuis... Ah oui, c'est pas le plus vieux. C'est pas le plus vieux. C'est Marita Kor aussi. C'est pas le plus vieux. Le plus vieux, c'est Kratochvílová sur 800 mètres. Alors, oui, là, c'est encore un autre problème. Le problème des records en athlétisme qui sont toujours sur les tablettes, qui sont toujours ratifiés, homologués par les 2AF, alors qu'on sait très bien que ces performances ont été réalisées dans des conditions troubles, pour ne pas dire plus, et que ces records ne seront jamais battus, en tout cas pas par des athlètes normalement constitués. Stéphane, on peut pas faire peut-être un jour battus.
mais les performances de Florence Griffiths à Séoul en 1988 vont tenir longtemps. Le jour où une femme court en 10,49 sur 100 mètres. Vous savez qui imaginait que Bolt courrait aussi vite? Stéphane, on ne peut pas faire en sport universitaire un contrôle longitudinal. C'est très compliqué par rapport à du professionnel. Comment on fait pour... Ça coûte une fortune. Déjà s'il n'y a pas les moyens de faire des contrôles d'OPO ponctuels pendant la compétition, j'imagine même pas des contrôles inopinés, et puis après avoir une sorte de passeport biologique. Et... Non, c'est pas envisageable. Je pense qu'il faut faire de la prévention, il faut former, et puis il faut contrôler déjà ponctuellement sur la compétition. Mais vous avez deux types de publics quand même dans ces universiades. Vous avez des gens qui sont là, comme on l'a dit, pour représenter le pays parce qu'on leur a demandé, mais dont les intérêts sont ailleurs, championnat du monde, Jeux olympiques, parce qu'ils ont le niveau, ou Diamond League, donc ils sont des vrais professionnels. Et puis, vous avez des gens qui vont vraiment être plus dans la filière universitaire. Je pense à la petite Thomas qui gagne le 100 mètres en 12,61. Donc, très belle perf, mais purement universitaire, qu'on n'a jamais vu sur le circuit, qu'on verra sans doute à un moment, mais qui risque d'être barré peut-être toute sa vie en sélection américaine, parce qu'il faut faire les 3 premiers, que c'est compliqué. Donc, elle... c'est une pure universitaire. Aujourd'hui, peut-être qu'elle deviendra pro. Alors, on parlait juste du coût, pour donner un ordre d'idée aux téléspectateurs, c'est entre 360 et 400 € les contrôles pour les 3 médaillés, par exemple, aux universiades, enfin ailleurs, d'ailleurs, c'est le tarif. 500 € par contrôle si on recherche l'OPO. Donc, c'est vrai que ça coûte quand même un peu. Et puis, aux universiades, c'est comme au jeu, on recherche on contrôle les 3 médaillés. Et puis après, contrôle par tirage au sort avant la compétition et pendant. Alexandre, puisqu'on parlait de ça justement, du rôle des fédérations aussi est peut-être très important parce qu'on voit ce qui se passe en ce moment en Jamaïque. Exactement. Ça commence à vraiment s'affoler. Il y a des soupçons. L'agence antidopage, mondiale antidopage, veut même suspendre Bolt. Exactement, il y a des soucis. Alors, on va refaire la liste rapidement. Et depuis 2009, les athlètes jamaïcains, les sprinters jamaïcains qui ont été impliqués dans les affaires de dopage, la liste, elle est édifiante. Johan Blake, Shelly-Ann Fraser, Steve Mullings, Veronica Campbell, Asafa Powell et Sharon Simpson. Voilà. Le problème, c'est que il y a un souci avec le sprinter jamaïque et on a appris hier ou aujourd'hui, je ne sais plus très bien, que l'agence antidopage jamaïcaine n'avait pas les moyens en fait de faire du suivi longitudinal et de diligenter des contrôles sanguins. Par exemple, entre janvier 2012 et les Jeux Olympiques, aucun contrôle sanguin n'a pu être pratiqué sur le territoire jamaïcain. La Fédé joue pas le jeu alors? Elle n'a pas de sous, elle n'a pas de personnel. Voilà c'est l'agence qui s'est fait taper sur les doigts, qui a le sport jamaïcain, l'athlétisme jamaïcain a été menacé même d'être suspendu si l'agence ne mettait pas les choses au carré, si la fédération ne faisait pas le travail. Le jamaïcain a autorisé une visite de l'agence mondiale pas avant 2014. Ajoutons qu'il y a maintenant évidemment des problèmes de géopolitique dans le contrôle du dopage. Il y a une lutte pour dominer l'agence mondiale antidopage et en prendre les rênes. Et on peut tout de même signaler objectivement que la France a été souvent en avance de cette lutte contre le dopage. Il faut souligner le courage de Marie-Georges Buffet en particulier. Et puis aujourd'hui, Valérie Fournéron est maintenant la représentante de l'Europe à l'Agence mondiale antidopage et elle prend ce rôle très à cœur. Donc ça, c'est tout de même intéressant à signaler. Pour donner un ordre d'idée, c'est 106 contrôles en Jamaïque en 2012. Il y en a eu 15 854 en Russie, 8 000 en Allemagne, 4 000 aux États-Unis. Ça place un peu la Jamaïque comme Malte ou la Slovénie derrière l'Islande ou l'Iran quand même. C'est pas représentatif du poids de la Jamaïque dans le sport international et surtout en athlétisme, évidemment. Quelles seraient les solutions, s'il y en a, Stéphane, pour lutter justement un peu plus efficacement? Imposer aux fédérations, peut-être faire payer les sponsors? Il y a des modes de financement à trouver, mais c'est compliqué. C'est difficile d'entendre qu'il n'y a pas suffisamment d'argent quand on voit l'argent que génère l'athlétisme aujourd'hui. Donc, s'il y a des pays qui n'ont pas suffisamment les moyens, qu'on les dessaisisse de la lutte antidopage et que ce soit fait par des instances extérieures. Et là, peut-être que les choses vont bouger et on va trouver de l'argent d'un coup pour les faire eux-mêmes. Donc, je crois qu'il faut mettre la pression, il faut maintenir la pression. Ça me paraît indispensable de dire, il y a un minimum à faire pour pouvoir inscrire des athlètes en compétition. Et il faut une volonté. Et si, pour l'instant, le sport jamaïcain, et en particulier l'athlétisme, était très en retrait, eh bien, il faut que ça change, parce qu'évidemment, ça finit par mettre le doute, et on le sent maintenant dans tous les discours, même sur ce sujet absolument exceptionnel, hors du commun, qu'est Bolt, eh bien, même sur lui, qui a été recordman du monde du 200 mètres junior, qui était éblouissant depuis l'âge de 15 ans, même sur lui, on a maintenant quelques doutes, et ça, c'est cruel. Vous en avez, Alexandre ?
Non, je n'en ai pas pour l'instant. Je n'en ai pas, mais ce que je peux dire surtout, c'est que l'athlète a besoin d'Usain Bolt aujourd'hui. Si Usain Bolt venait à tomber dans une affaire de dopage, ce serait un cataclysme pour l'athlétisme international, Stéphane. Est-ce que l'athlète s'en relève? Ça serait comme Armstrong pour le vélo. Oui, ce serait la même échelle. Oui, ce serait vraiment terrible pour l'athlétisme. Mais il a des crédits depuis longtemps. Être champion du monde junior à 15 ans et 10 mois, quand vous courez contre les gens qui ont 18 et 19 ans, et qu'il passait, à mon avis, je pense pas. Voilà, on n'est pas en Allemagne de l'Est, c'est la Jamaïque, et je pense qu'il passait plus de temps à la plage que sur la piste à cette époque-là. Donc, avec ce talent, quand on se met au travail, moi je pense que c'est possible. Et puis voilà, je crois en Mozart, je crois en Einstein, je crois en des gens exceptionnels, et c'est possible aussi. Bon, de toute façon, ça reste un sujet passionnant, tellement complexe qu'on pourrait effectivement y passer des heures, mais on voit que ça reste compliqué. Et peut-être le fait que les paris sportifs continuent et s'accentue et que la couverture médiatique des grands événements continue aussi fait que le dopage s'arrêtera. Moi, je serais partisan de ponctionner sur les paris sportifs une gym qui servirait au contrôle. On va laisser Stéphane répondre aussi. Non, mais et puis les paris sportifs et les matchs truqués, c'est encore un autre problème, une menace terrible pour le sport, parce que si on en vient à douter de tout, le sport perdra de sa valeur. Et s'il perd sa valeur, voilà, comme son idéal. Et c'est pas de moi, il perdra s'il perd ses valeurs, il perdra sa valeur économique aussi. Et ce n'est pas de moi, mais c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler des paris sportifs. C'est le président de la Française des Jeux que j'ai entendu prendre cette formule-là, de la Fondation. Et je crois que c'est vraiment très très important, tant sur le plan du dopage que sur la lutte des paris truqués, de mettre des moyens, donc de trouver les ressources de financement dans l'intérêt de tout le monde, même dans l'intérêt de ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec le sport. Non, mais c'est un thème qu'on abordera aussi dans Campus. Merci. En tout cas, on fait une petite pause et on revient très vite dans Campus pour la dernière partie. On va s'intéresser au sport d'hiver dans un instant avec les Universiades qui arrivent bientôt dans le Trentin. À tout de suite. Suite et fin de Campus, on se retrouve avec Alexandre Pasteur, Pierre Fula, Jean Dury, Stéphane Diagana, notre invité, et Julie Ormand qui nous a rejoint. Salut Julie. Salut. Alors avec vous, on va quitter les pistes d'athlée pour les pistes de ski parce qu'on va parler maintenant des prochaines Universiades d'hiver. Et oui, elles auront lieu dans la vallée du Trentin. C'est en plein cœur des Alpes italiennes. Évidemment, c'est un cadre assez exceptionnel. 1300 km de pistes skiables, des infrastructures de pointe. Tout est prêt pour accueillir les 2500 participants. Oui, mais certains pays, dont la France, ont une inquiétude. Cette inquiétude, c'est celle de voir leurs champions éparpillés un peu partout dans la vallée, parce que ces universiades, eh bien, elles vont se dérouler dans 11 sites différents. 11 lieux, c'est beaucoup. Et ces 11 sites, pour ces universiades, les délégations internationales les ont visités cette semaine. Visités, inspectés, tournées d'inspection. Nos caméras les ont suivis. Je vous propose de regarder cette visite guidée. Mardi dernier, dans la vallée de Trentino, c'est le débarquement. Tous les délégués des pays participants ont été invités pour une tournée d'inspection des sites qui accueilleront ces universiades. 11 lieux en tout, c'est beaucoup pour une visite éclair de 2 jours. Première étape, cette patinoire. Ici se dérouleront les demi-finales et finales de hockey sur glace. Mais aussi plus surprenant, la cérémonie de clôture de ces Jeux. 3 autres patinoires s'ajoutent à la liste des installations sportives réquisitionnées pour l'événement. Les épreuves de ski nordique seront quant à elles éparpillées sur 4 sites en montagne. Celles de ski alpin sur 2 sites, bien sûr quand la neige sera arrivée. Quant aux épreuves de snowboard et de ski freestyle, elles se dérouleront sur d'autres pistes, celles de Monte Bondone. Une multiplication de lieux, pas de village des athlètes. Ils seront disséminés dans toute la vallée. Alors forcément, ça inquiète. L'esprit d'équipe pourrait être plus difficile à instaurer. Ça va être vraiment très galère de pouvoir suivre l'ensemble des compétitions et surtout de donner un esprit comme on aime le faire dans l'équipe de France universitaire, c'est-à-dire un esprit solidaire, un esprit l'esprit de l'équipe de France universitaire, c'est-à-dire une seule équipe de France, pas des sports différents qui s'enchaînent, mais or on a l'impression que cette universiade va être un assemblage de différents championnats. Le point fort reste la qualité des installations dont la plupart ont l'habitude de recevoir des compétitions de haut vol, comme les célèbres pistes de Val di Fiemme, théâtre des derniers championnats du monde de ski de fond et de biathlon. Ce sont désormais des athlètes en provenance d'une 50aine de pays qui sont attendus ici. C'est de la neige artificielle.
officielle. Alors, c'est pas la première fois qu'on a un tel cas de figure, puisque Alexandre, au JO d'Albertville en 92, on avait aussi des épreuves éparpillées un peu partout, entre Méribel, Courchevel, et pourtant ça n'avait pas posé problème. Non, ça n'avait pas posé problème. Hein. C'est la difficulté d'organiser des épreuves omnisports à la montagne. Alors, vous parliez des Jeux de 92, c'est vrai que rien que pour la neige, on avait Méribel, Les Ménuires, Val d'Isère, Tignes, Les Saisies, Courchevel, rien que ça. Et je ne parle pas de la glace. Maintenant, la tendance est quand même à une compacité un peu plus prononcée des sites. Hein. On voit que sur les Jeux de Sochi, par exemple, il n'y aura que 2 sites pour la neige. Donc, ça va un petit peu plus concentrer l'action. C'est la tendance. Sochi, c'est assez loin. Les 2 sites, ils sont un peu... Oui, mais alors, il y aura un express qui va relier Sochi à la zone de montagne. Ça va être... oui, parce qu'on creuse des tunnels facilement là-bas. Ça va être très rapide. Enfin, c'est pas fini. Hein, mais difficile, ils sont en train de... néanmoins, de créer un esprit d'équipe. C'est ce que disait Vincent Rognon. Stéphane, c'est compliqué quand tous les athlètes sont éparpillés puis qu'on n'a pas de lieu pour les réunir. Oui, parce que finalement, on se retrouve dans une configuration où chacun dispute son championnat du monde de son côté. Et c'est pas le but de ces événements, que ce soit les Universiades ou les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est quelque chose qui tient à cœur aux athlètes, de se retrouver le plus possible et de vivre l'expérience olympique quand c'est les Jeux Olympiques, ou j'imagine On vit les choses différemment quand on les partage. Oui. Et puis, moi qui n'ai participé aux Jeux qu'une fois en 92, mais une formidable édition, c'est vrai qu'on vient pour ça, quoi. Moi, je me souviens, je regardais à la télé Stefan Edberg quelques semaines avant, peut-être à Wimbledon, et puis juste là, je le vois à l'entrée du village lire son journal, et puis après Charles Barclay qui était venu aussi. Donc on vient au jeu pour ça aussi, c'est le côté magique. Si c'est pour refaire son petit championnat du monde chacun de son côté, c'est moins bien. On vient au jeu aussi, aux Universiades, pour suivre certaines performances. Comme on l'a fait pour les Universiades d'été, on va suivre quelques engagés dans ces Universiades d'hiver, c'est la Campus Team. On a choisi ce mois-ci, de s'intéresser à l'équipe de curling suédoise, emmenée par son leader Oscar Eriksson. Ils font partie de notre Campus Team d'hiver. On les regarde, on en parle après. Karlstad, dans la province du Värmland, au sud de la Suède. Traditionnellement, le sport le plus populaire de la ville est le hockey sur glace, mais une équipe d'une autre discipline animée de grandes ambitions y a établi ses quartiers. L'équipe de curling d'Oscar Eriksson, qui ne compte pas revenir du Trentin les mains vides. C'est une bonne transition entre les juniors et les seniors. C'est parfait pour nous comme équipe. Nous sommes actuellement numéro 2 en Suède après l'équipe olympique. Étudiant en littérature suédoise, Oscar ne découvre pas vraiment le haut niveau. Champion du monde junior 2011 à Perth, il était aussi remplaçant dans l'équipe nationale, double championne d'Europe 2009 et 2012 et championne du monde en 2013. J'étais vraiment jeune quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sport. J'étais avec des grands de 17 ans ou de 15 ans et je parlais stratégie avec eux. Ils devraient faire ça, je leur disais, alors que je n'avais que 5 ans. Et en général, j'avais raison. Donc quand j'ai commencé à jouer, je me suis tout de suite senti bien. J'ai toujours été entre guillemets le cerveau de l'équipe, tandis qu'eux sont meilleurs balayeurs que moi. Présent aux Jeux de Vancouver, Oscar sera encore remplaçant à Sochi. Il espère ensuite faire de son actuelle équipe universitaire celle qui représentera la Suède en 2018 aux Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Mais sur le chemin de cet objectif, Trentino 2013 doit constituer un premier succès de référence. Je veux toujours gagner, donc c'est l'objectif, évidemment. Je ne connais pas les autres équipes, je n'en connais que quelques-unes, mais je pense qu'on participera aux playoffs. Et en fonction des autres équipes, une médaille serait un bon résultat. En attendant, Oscar Eriksson et ses coéquipiers vont poursuivre leur préparation au Canada, autre terre d'excellence du curling, à l'occasion d'un tournoi où ils se mesureront aux meilleurs de la discipline. Voilà, eux, a priori, ils vont faire une médaille. Néanmoins, ce n'est pas vraiment représentatif du niveau aux Universiades, avec ce qui n'est pas très élevé aux Universiades d'hiver. Non, alors je vais parler de ce que je connais le mieux, le ski alpin. C'est vrai que si on regarde les résultats en alpin aux 2 dernières Universiades, à Harbin en 2009 et à R0 en 2011, parmi les 10 premiers du slalom et du géant, il n'y a aucun garçon qui a pris un départ en Coupe du Monde. Donc voilà, là on est vraiment dans une filière purement universitaire, comme le rappelait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire des garçons qui ne côtoieront jamais le très haut niveau, tout simplement parce qu'il y a un télescopage des calendriers. En même temps que les Universiades d'hiver, il y a des week-ends de Coupe du Monde hyper importants en ski alpin où les athlètes jouent leur qualif pour les Jeux. Donc c'est impossible de participer aux 2. Là, en plus, on s'aperçoit qu'ils ont dû décaler parce que c'était pas au même endroit. On va y revenir avec vous, Julie. Il n'y a pas beaucoup de candidatures aussi. Est-ce qu'on peut se poser la question, Jean, est-ce que ça vaut vraiment le coup de maintenir ces Universiades d'hiver? Est-ce qu'elles n'ont pas un peu de plomb dans l'aile? La question, a priori, ne se pose pas. La différence entre les Jeux Olympiques et l'Universiade, c'est que les Jeux Olympiques
par une idée de Juan Antonio Samaranch qui voulait multiplier les recettes, etc., sont maintenant décalés. C'est-à-dire que vous avez tous les 2 ans, soit les Jeux Olympiques d'été, soit les Jeux Olympiques d'hiver. Pour l'Universiade, depuis le départ a été maintenu le principe que tous les 2 ans, il y a les 2, été et hiver. Et évidemment, ça pose parfois des problèmes. Mais vous savez, les Universiades d'hiver, elles ont commencé à Chamonix en 1960. Il y avait 220 athlètes de 16 pays. Déjà, à la fin, en 1997, à Chūminju, en Corée, on approchait les 900 athlètes de 48 pays. À l'instant, on vient de nous parler de 2500 athlètes. Donc, ça correspond tout de même à un mouvement. Et évidemment, pour ce qui est du cas du Trentin ou du Trentino, comme on veut, il faut bien souligner, et on va y venir, je crois, dans un instant, que c'est une solution que les Italiens, comme souvent, ont offert à la rescousse de la FISU, car en principe, ces universités d'hiver devaient avoir lieu à Maribor en début d'année. Et puis maintenant, on l'a dit, ça se trouve en fin d'année parce que Trentino est venu à la rescousse, comme l'avaient fait souvent les Italiens pour les universiades d'été. Et alors, on se télescope avec des Coupes du Monde ou d'autres... Mais ça fait beaucoup d'arguments, Julie. Maribor, peu de candidatures aussi. C'est quoi De moins en moins de candidatures, en fait. Effectivement, on vient de le dire, Maribor s'est désengagé. Ces universiades l'auraient purement et simplement mise sur la paille. Donc la municipalité, voilà, la municipalité a fait marche arrière. C'est finalement donc le Trentin qui la remplace au pied levé. Mais pour les universiades de 2017, encore une seule candidature. Cette fois, donc c'est Almaty, la plus grosse ville du Kazakhstan, qui a été automatiquement choisie. Mais pourquoi automatiquement? Parce qu'en fait, elle était la seule candidate. Ses concurrentes ne sont pas allées au bout de leur candidature. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ce problème financier qui est mis sur la table. Ces universiades coûtent très cher. Ah oui, parce que ça coûte cher aussi, ces infrastructures d'hiver. Stéphane, est-ce que du coup, c'est dommage de voir que ces universiades d'hiver sont retrouvées, on les organise dans les pays comme les Jeux, c'est toujours en Asie du Sud-Est, de plus en plus. Est-ce que c'est dommage pour tous nos pays d'Europe qui ne peuvent plus payer? En tout cas, c'est la réalité économique qui s'impose. Il y a des gens il y a des villes qui peuvent accepter de perdre de l'argent parce que ce sont des territoires qui ont besoin de faire leur promotion. Donc, je pense au Kazakhstan, je pense au Qatar, à tous ces pays qui se servent du sport pour exister. Et puis, il y en a d'autres qui ont une approche un petit peu plus rationnelle. Et quand on a cette approche rationnelle, si on regarde un événement comme les Universiades d'été et d'hiver, vous déplacez beaucoup d'athlètes. Ça ressemble aux Jeux Olympiques, 10 000 athlètes, c'est ça? C'est ce qu'il y a aux Jeux Olympiques. Donc ça coûte. Ça coûte autant, mais ça rapporte beaucoup moins. Donc déjà on a du mal à équilibrer des Jeux Olympiques. Le problème des universiades et du gigantisme est encore plus complexe à gérer pour retomber sur ses pieds, quoi. Et puis, il faut dire qu'en une dizaine d'années, les fédérations sportives de quel sport? L'haltérophilie, l'escrime, le ski, l'athlétisme ont multiplié les compétitions au cours de l'année. Et il se trouve que quand on arrive à cette époque pour aller au ski, là, il va y avoir les Coupes du Monde, on l'a vendu, mais les athlètes se préservent aussi pour une saison future qui sera plus prolifique, parce que gagner les universiades à Trentino pour un skieur français qui n'est même plus universitaire, puisqu'ils sont tous douaniers, ou militaires, ou gendarmes, je ne vois pas l'intérêt. Ben, enfin bon. Il se trouve que... J'ai quand même un contre-exemple, c'est Jean-Pierre Vidal. Jean-Pierre Vidal, mon consultant ski alpin, qui a gagné les universiades en 99, c'était à Propatatri en Slovaquie, et il était champion olympique 3 ans plus tard. Voilà. Et il a rencontré son épouse en plus. Exactement. Faire d'une pierre deux coups. Ouais. Mais il faut peut-être réduire les tailles de délégation, que ce soit en été ou d'hiver, être un petit peu plus sélectif. Alors ça va peut-être contre l'esprit aussi. Mais à un moment, si on va jusqu'au bout de l'esprit, mais qu'on ne peut plus organiser parce que c'est intenable sur le plan économique, il n'y aura plus rien du tout. Donc, il vaut mieux essayer de préserver un petit peu de l'esprit et être un peu plus rationnel. Complètement, avec un programme plus resserré. Stéphane a raison. Des passes, par exemple, des bails. Si on veut que les meilleurs athlètes viennent, plutôt que de leur imposer 3 tours, si on a un coureur de 400 et qui est classé dans les 5 ou 6 meilleurs mondiaux, le qualifier directement à la demi-finale ou à la finale. Voilà, maintenant, il faut accepter ce changement de principe. Il faut relativiser sur la moindre importance de l'universiade d'hiver par rapport à l'universiade d'été. Il n'y a pas de neige et de glace au Sahara ni en Afrique noire. Oui. Par là même, il y a moins de concurrents aux Jeux Olympiques d'hiver
qu'aux Jeux Olympiques d'été. Et là, c'est la même chose. La FISU, il faut le reconnaître, considère que c'est une mission pour elle de continuer à défendre les sports d'hiver des étudiants. Et on peut aussi considérer les choses sous cet angle-là. On est bien d'accord, Jean. Et moi, j'ai vu j'ai découvert avec stupeur qu'il y avait une descente qui était programmée aux universiades d'hiver. Une descente, mais mettre en service une descente digne de ce nom, c'est une usine à gaz, c'est ruine budget. C'est 15 km de filet, c'est un mois de boulot en amont pour que la piste soit en état, pour la sécurité des athlètes, c'est des kilomètres de matelas. Voilà. Donc, c'est pas le même niveau, quoi. Assumer une mission, moi je comprends bien, c'est vrai qu'il faut porter ces sports aussi. Mais dans ce cas, si on assume la mission, on assume avec les moyens qui vont avec. Exactement. Or là, on fait porter la mission à une ville qui, derrière, va déposer... Moi, je comprends une station de sport d'hiver. Moi, je comprends si je suis administré de cette ville. Eh bien, vous êtes bien gentil, mais bon, c'est nous qui payons les jeux. J'ai peut-être d'autres priorités aussi. Sur les moyens, c'est un peu plus compliqué. Hein. En fait, ne serait-ce que trouver les chiffres, c'est difficile. Tout simplement parce qu'il y a une sorte d'omerta, visiblement, sur la question financière. On a envoyé des mails à la FISU, Fédération internationale du sport universitaire, resté malheureusement sans réponse. Ça laisse imaginer l'ampleur des dépenses. On peut regarder à titre comparatif, puisqu'on n'a pas les chiffres pour les universiades, le coût des derniers JO d'hiver. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que donc on voit bien que Turin, en 2006, a dépensé 3,6 milliards d'euros. Vancouver, 4 ans plus tard, on a dépensé 1,4 milliard d'euros. Mais ce sont des villes qui sont déjà bien équipées. Voilà. Oui. Si on regarde Sochi, Sochi n'est pas une station de ski. Très lourds investissements pour les infrastructures. Évidemment, on voit bien que le budget explose. C'est 36 milliards d'euros dépensés pour l'instant. C'est pas fini. En tout cas, ces 36 milliards d'euros, c'est quand même 5 fois plus que le budget initial. Évidemment, ce sont des investissements pharaoniques que ne peuvent pas se permettre des villes plus petites, notamment européennes, en Espagne, en Pologne. Alors, Alexandre, est-ce que ça va être difficile pour ces villes de rivaliser? Est-ce qu'elles vont être mises sur la touche en termes de candidature? Bien sûr. Maintenant, pour organiser les Jeux d'hiver, il faut être une mégapole. Hein. Alors, on a 2 exemples au début des années 90. Ça sera Malaga en 2015, qui n'est pas non plus une ville d'hiver. On a eu au début des années 90, Albertville et Lillehammer, 2 cités microscopiques de 15 000 habitants qui ont pu organiser les Jeux d'hiver. Maintenant, c'est terminé. Après, des Nagano, on est passé à 400 000. Salt Lake City, Turin, Vancouver, ce sont des villes d'1 million d'habitants. Les gens d'Albertville sont contents de payer encore les impôts. Hein. Oui, mais enfin, bon, ça a quand même désenclavé aussi la Tarentaise. Ça fait plus de bien que de mal. Mais attention, Sochi est une opération politique de la Russie. Cette candidature a été acceptée après que M. Vladimir Poutine se soit déplacé personnellement pour convaincre les membres du CIO qui se sont laissés convaincre. Et Sochi fait le même budget que l'a fait Pékin pour réaménager toute la cité chinoise. Donc vous ne pouvez pas comparer avec ce que était Vancouver ou Turin. Non, mais ça coûte de l'argent. Voilà. Vous irez, tiens, vous avez déjà suivi des universiades d'hiver? Parce que vous aimez le ski, vous en faites? Oui, j'aime bien, je suis. C'est pas très loin, moi j'habite du côté de Nice maintenant, donc c'est le Trentin, le Haut-Adige, c'est pas, ça fait 5 heures, 5-6 heures de route. C'est la porte des montagnes. Rendez-vous donc dans le Trentino, dans le Trentin, puisque Stéphane Diagana y sera. On continue, on viendrait, on fera un campus en direct peut-être, on sera là-bas. Merci à tous. Avant de se quitter, tiens, on a une petite initiative intéressante à vous présenter. On en parlait souvent de bibliographie dans cette émission. C'est la sortie d'une nouvelle revue sportive format livre. Oui, c'est un objet tout à fait étonnant qui a surgi en début d'année avec des sports. Et c'est une initiative originale, audacieuse, qui mérite d'être soutenue par Campus. Elle est due à 2 jeunes rédacteurs en chef qui sont Bosque et qui sont Victor Robert. Et cet objet est tout à fait étonnant. Le seul magazine de sport qui se lit avec un marque-page, disent-ils, 270 pages, 3 numéros par an, on attend le prochain, des interviews tout à fait étonnantes. Noah, pour la première fois, parle de H, Arthur H., comme il n'en a jamais parlé, une interview de Gunnar Andersson après sa mort est bouleversante. On parle de sports insolites. Ils se disent les enfants de Blondin. On leur souhaite absolument bonne chance. Ça réunit des textes littéraires et enfin le sport est traité de manière intellectuelle. C'est pas antinomique finalement. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci Stéphane Diagana d'être venu parler d'ici avec nous d'athlétisme entre autres et de ski aussi. Nous on se donne rendez-vous le mois prochain, même endroit, presque même heure. Merci à tous. À bientôt. Tiens, j'avais une petite phrase à méditer. J'aime bien ça. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles le sont. Comme ça, on médite et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.